Cet épisode 4 est bien plus court que le précédent, mais on retrouve une progression plus directe dans le voyage de nos deux protagonistes principaux. 45 minutes peuvent sembler courtes, certes, surtout après les 75 de l'épisode 3, mais sachez que l'épisode 5 sera disponible dès samedi 11 février pour éviter une diffusion aux États-Unis le jour du Super Bowl. Comme d'habitude, cette analyse sera emplie de spoilers, donc n'allez pas plus loin sans avoir vu cet épisode 4. Please Hold to My Hand, un titre tout droit sorti des paroles de la chanson que Joel et Ellie écoutent en voiture et qui apparaissait déjà dans le jeu vidéo d'après mes recherches, car encore une fois, je n'y ai pas joué. Une chanson de Hank Williams, Alone and Forsaken, qui parle d'une personne qui a été abandonnée par celle qu'elle aimait. Tout un programme. Ellie vérifie l'arme de Frank qu'elle a récupérée à l'insu de Joel en fin d'épisode 3. Dans la scène, on peut relever différents points et différents choix de mise en scène. D'abord, Ellie est face à un miroir, elle essaie donc de projeter une image d'elle-même ou de voir en elle ce qu'elle voudrait être, à savoir une survivante capable de tout pour se défendre et protéger les siens. Ici, on constate qu'Ellie se tient dans l'ombre à côté d'un puits de lumière, tout l'inverse du début d'épisode 2, qui soulignait son importance en tant qu'espoir de l'humanité. La fascination d'Ellie pour le pistolet en tant qu'objet témoigne surtout de celle qu'elle nourrit pour des gens comme Joel. En sortant de cet aspect sombre vers lequel le monde hostile la pousse de plus en plus, elle redevient cette adolescente insouciante qui se promène avec un livre de blagues à côté d'un pistolet dans son sac à dos. Il faut croire que l'essence se détériore plus rapidement que les raviolis en boîte, moi j'en sais rien, mais pour le moment, le petit road trip se déroule plutôt pas mal, d'autant qu'Ellie parvient enfin à obtenir plus de quelques mots à la suite de la part de Joel. À sa demande, il se confie sur son frère, Tommy, et dans sa façon de raconter, on comprend que Joel n'est pas du genre à croire en une cause, mais aussi qu'il se complaît sans doute dans le rôle du sauveur et du protecteur. En effet, dans son histoire, il est celui qui doit remettre Tommy sur le droit chemin, ou du moins le protéger de lui-même et de ses lubies. Faute d'espoir, quel intérêt de continuer, s'interroge Ellie, sans doute davantage pour tester Joel dans cette question rhétorique. On peut dire qu'il y a un début de rapprochement ici, mais il ne serait pas logique pour Joel de commencer tout de suite à déballer des sentiments d'attachement envers Ellie. Elle n'est donc qu'une marchandise à livrer et il doit respecter la parole qu'il a donnée à Tess, qui était, elle, de la famille, contrairement à Ellie. Je pense qu'à ce moment, Ellie elle-même n'en est pas encore à considérer Joel comme son meilleur pote pour la vie, ou une sorte de père de remplacement, et donc la réponse est sans doute ce qu'elle attendait, même si elle commence peut-être à lire en Joel des changements d'attitude qu'il ne s'est pas encore avoué à lui-même. Cerise sur le gâteau quand Joel annonce que c'est sa persévérance qui lui donne la certitude qu'il retrouvera son frère, Tommy, c'est précisément le genre de choses qu'Ellie voulait entendre sans doute, et le type de qualité qui la rassure et à laquelle elle aspire. Le magazine trouvé dans la voiture est aussi une référence au jeu. Apparemment, on retrouve cette notion de gêne qui serait présente chez un père qui verrait sa fille feuilleter ce type de contenu. La nuit dans la forêt souligne que l'origine de la menace est maintenant différente, les humains survivants sont plus à craindre que les infectés. Et la tranquillité affichée par Joel n'est qu'une façade pour rasséréner Ellie, mais en ayant sa garde, il retrouve cette crainte de la perte, de l'échec à protéger. Les showrunners ont décidé de positionner l'action à Kansas City plutôt qu'à Pittsburgh, car il était plus simple de simuler cette ville dans les décors avec ce qu'ils avaient sur place. Craig Mazin précise aussi que cela correspond davantage à ce qu'il souhaitait en termes de progression sur la carte tout simplement. Un clin d'œil très rapide survient alors que le duo roule à côté du cinéma Le Globe avec à l'affiche des films de 2003 bien sûr, Underworld et Les Associés. On peut notamment trouver un parallèle intéressant à leur situation avec Les Associés, un film de Ridley Scott dans lequel un escroc joué par Nicolas Cage enseigne ses arnaques à sa fille. Je ne vais pas vous faire un dessin, Joel devient un exemple pour Ellie qu'il risque de bientôt considérer presque comme sa fille, et il se pourrait qu'il lui donne un exemple discutable sans en avoir pleinement conscience. Pour Underworld, on pourrait voir un rapport tiré par les cheveux entre les vampires et les infectés, mais bon, c'est surtout pour replacer l'époque de la pandémie plus qu'autre chose à mon avis. L'embuscade survient très vite et la fusillade renvoie une certaine dose de réalisme pour autant que je puisse en juger.
sans jamais m'être retrouvé moi-même dans une telle situation. L'idée ici consiste bien sûr à humaniser les adversaires le plus possible et de montrer la saleté, la tristesse de la violence et surtout de ses conséquences. Joel démontre à nouveau qu'il est un sauveur faillible et il ne doit sa survie qu'à l'intervention d'Ellie qui tire sur ce jeune homme qui en vient vite à appeler sa mère alors que la mort semble inévitable. Personnellement, je dois avouer que je n'ai pas été ému par cette scène ou cette situation, mais bon, on a saisi l'idée. On peut même supposer que le propos de la saison consisterait peut-être à se demander si les héros qu'on suit pourraient ne pas être les méchants du point de vue d'un ou de plusieurs autres groupes dont ils vont croiser la route. Si Joel ne trouve pas les mots pour consoler Ellie, c'est sans doute parce que son premier sentiment est celui de la honte de l'échec avant de se préoccuper de ce qu'elle a pu ressentir. Du côté d'Ellie, elle comprend immédiatement la nécessité d'achever le blessé, et on peut même avoir l'impression qu'elle s'en veut de ressentir de la compassion pour lui, comme si elle n'était pas à la hauteur de cette version d'elle-même qu'elle jouait face au miroir. Et oui, elle n'est pas aussi endurcie qu'elle le pense, pas encore, même si ce n'est pas la première fois qu'elle tire sur quelqu'un, un sujet qui reviendra plus tard pour nous donner du contexte à n'en pas douter. Ce qui ressort notamment de cet échange et au-delà de cet épisode, c'est sans doute à quel point Ellie et Joel sont semblables. Une proximité d'état d'esprit que Joel n'avait pas forcément avec sa propre fille, Sarah, qui avait plutôt tendance à équilibrer les penchants de son père plutôt qu'à les renforcer. Et l'escalade probable qui découle de ceci, on la retrouve dans le premier moment qui pourrait s'apparenter à un début de rapport père-fille alors que Joel va enseigner certains gestes précis à Ellie pour tenir son arme. Il lui confie l'arme bien sûr en signe de confiance, mais le premier réflexe d'Ellie consiste encore une fois à ne pas l'écouter et à garder l'arme sur elle plutôt que dans son sac. On apprend aussi que Joel a déjà connu ce type de situation de groupe qui se protège des autres en tuant, et lorsqu'Ellie lui demande s'il a déjà tué des innocents, il ne lui renvoie qu'un regard dans lequel on peut sans doute lire, discerner de la culpabilité, mais surtout le refus d'évoquer la réalité de ce passé. Sachant qu'il a donc lui aussi tendu des embuscades pour survivre en dépouillant d'autres, on peut parier que la réponse est plutôt positive, il a déjà tué des innocents, sachant que tout le problème, c'est bien la définition de l'innocence dans un tel monde. Dans cet épisode, nous faisons la connaissance de Kathleen, qui se révèle comme la meneuse d'une résistance qui est parvenue à renverser la Fedra locale, celle de Kansas City. Ce personnage est apparemment une création de la série, elle n'était pas dans le jeu. On retrouve dans ce rôle Melanie Lynskey, qui est un peu à contre-emploi ici. Je dis un peu car apparemment, car je n'ai pas vu, elle joue déjà un rôle assez dur dans Yellow Jackets notamment. On découvre via les dialogues que son frère aurait été battu à mort car dénoncé à la Fedra. Elle reproche notamment au médecin qui l'a mise au monde d'avoir été un des informateurs de la Fedra. Il faut bien dire que le souci de certaines révolutions qui renversent des régimes dictatoriaux, c'est qu'il n'en ressort pas toujours un mieux en termes de respect de la personne humaine, et on constate ici que la violence du groupe est exhortée par cette mystérieuse leader. On ne sait pas exactement pourquoi les personnages de Henry et Sam sont recherchés, si ce n'est que Henry serait un de ces informateurs de la Fedra. Au passage, on découvre Perry, le bras droit paramilitaire de Kathleen, qui est interprété par Jeffrey Pierce, celui qui donnait sa voix au personnage de Tommy dans le jeu vidéo. Au cours d'une fouille de bâtiment, le duo trouve une zone où le macadam se craquelle, se soulève, mais Kathleen décide de poursuivre leur vendetta plutôt que de prévenir les autres. Sans savoir de quoi il s'agit exactement, on se doute qu'une forme particulière de l'infection va surgir de ce lieu et que la bonne solution serait de s'en occuper immédiatement ou sans doute d'évacuer la zone. Et Perry sait qu'elle a tort, du moins qu'il ne ferait pas ce choix, mais elle est en charge, peut-être justement parce qu'elle est capable de prendre des décisions qu'il ne pourrait pas assumer. Du côté de Henry et Sam, on découvre des dessins de deux super-héros qui amènent à supposer qu'il s'agirait d'un père et de son fils, ou de deux frères, sachant que la révélation finale et l'âge de ces personnages semblent plutôt indiquer deux frères. Avec la blague sur la diarrhée qui fonctionne plutôt bien en anglais d'ailleurs, je n'ai pas écouté sa traduction, on a le premier vrai moment de légèreté chez Joel depuis le prologue de la saison. C'est une étape essentielle bien sûr dans l'évolution de leur relation, sachant qu'Ellie a sans doute une conscience un peu plus claire que Joel pour l'instant de cette évolution. Même si Joel s'est endormi sur son oreille droite, la mauvaise, il s'est retourné durant son sommeil et n'a rien entendu, alors qu'Henry et Sam les surprennent. Les showrunners ont répété combien il était important pour eux de pouvoir surprendre les joueurs
Difficile donc de savoir ce qui va arriver avec Henry et Sam et tout le reste dans le prochain épisode, y compris pour ceux qui connaissent le jeu. On constate que Sam dessine 2 super-héros et semble même se mettre de la peinture sur les yeux, comme s'il en était un lui-même, ce qui annonce déjà un personnage plutôt touchant. Dans l'ensemble, un épisode solide, même si pour moi, il était clairement moins marquant que le précédent. Alors certains diront qu'il manquait d'infectés, mais je crois qu'on aura notre dose avec l'épisode 5. De mon côté, je vous donne rendez-vous ce mardi 7 février à 20h30 sur ma chaîne Twitch pour le premier épisode de la saison 2 de Terre Profane, dans une histoire, un monde, un système de jeu de ma création, pour une aventure de jeu de rôle Dark Fantasy avec Lucien Men, Presea et Brand. Le replay de la session 0, parfaite pour se remettre dans le bain ou pour découvrir, est déjà disponible sur ma chaîne YouTube secondaire, Captain Jeu de Rôle. Vous trouverez bien sûr les liens en description de la vidéo. Et je vous dis donc à très vite, genre demain soir, pour de nouvelles aventures.